Bonjour tout le monde, nous allons commencer. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter David Duquesne pour son livre Ne fais pas ton français, qui est édité chez Grasset. Merci David d'être venu parce que tu n'habites pas Paris. Donc tu viens de loin, enfin il y a 2h30 de trajet, il y a quoi à peu près? Ouais, c'est ça, il y a environ 2h30 et Tu es du Nord. je viens du Pas-de-Calais, j'habite pas très loin de Lens. Ah, il faut que je parle un peu plus fort. Alors, en revanche, là, la classe est très dissipée cet après-midi. Alors, il faudra parler un peu moins fort parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir se caler là, dans les vidéos. Ok, les filles. Merci. Voilà. Non, parce qu'après, on n'entend pas, puis c'est désagréable. David, alors donc on disait que tu venais du Nord et que tu as écrit un livre, alors donc je le répète, qui s'appelle Ne fais pas ton français. C'est un titre étonnant. Tu es français. Et pourquoi tu ne ferais pas ton français ? Parce qu'en fait, dans beaucoup de quartiers, faire son français, c'est trahir sa communauté d'origine. Pour beaucoup de jeunes des cités, qui sont notamment d'origine maghrébine, parfois d'origine subsaharienne, faire son français, c'est faire son blanc. Donc c'est vouloir vivre comme un Français, c'est adopter la culture, les mœurs du pays d'accueil. Donc c'est un procès en trahison identitaire. Quand tu es musulman. Quand on est musulman, oui. Quand on est Alors non, il y a un truc intéressant, c'est quand on est musulman, oui, puisque comme tu l'écris, page 145, tu écris ils sont le fruit d'un Nick la France qui s'est construit sur le refus de l'assimilation suite à la guerre d'Algérie. Mais cette dynamique anti-française a ensuite contaminé d'autres diasporas, et c'est ça que je trouve très intéressant. Ouais, c'est-à-dire que la première grande immigration extra-européenne, c'est évidemment l'immigration algérienne. C'était les premiers Nord-Africains à arriver en France. Et le contexte de la guerre d'Algérie a envenimé l'implantation de ces populations dans la métropole, puisqu'il y a eu un conflit de loyauté qui s'est mis en place. Et d'autant plus qu'avec l'islam, qui est quand même une religion particulière. Comment ça, particulière ? C'est-à-dire que le creuset républicain s'est construit sur le fait qu'on pouvait se marier avec n'importe qui. Mais dans l'islam, les filles n'ont pas le droit de se marier avec des non-musulmans, et en particulier, dans ce cas précis, avec des Français. Donc, lors de la guerre d'Algérie, il y avait les bureaux du FLN qui surveillaient les Algériens de manière à ce qu'ils ne prennent pas les mœurs des Français, qu'ils ne marient pas leurs filles avec des Français, qu'ils ne boivent pas d'alcool, qu'ils ne jouent pas aux jeux de hasard, qu'ils payent l'impôt. L'impôt révolutionnaire, ils donnaient 9% de leur salaire au FLN pour financer le FLN pour faire la guerre contre la France. Et ils étaient surveillés. Ils ne devaient pas être pris en flagrant délit de trahison identitaire. Sinon, ça pouvait se payer très cher lorsqu'ils repartaient aux vacances au bled. Donc ça a beaucoup joué dans la fin de l'assimilation en France. Parce qu'autrefois, la nationalité française, il fallait, pour être de nationalité française, pour que la nationalité française soit accordée, il fallait absolument s'assimiler aux mœurs du pays, pas seulement respecter les lois. Soit les lois, n'importe qui normalement les respecte, mais il fallait, sur le long cours, adopter les codes culturels du pays. Et avec la guerre d'Algérie et la diaspora algérienne, ça s'est cassé. Et d'autres immigrations se sont greffées sur ce mouvement, d'autres diasporas, notamment marocaines, tunisiennes, et ont cheminé un petit peu en faisant un peu, en reproduisant les normes socio-culturelles du pays, en considérant que ceux qui faisaient leur français étaient des traîtres. Mais il y a aussi pas mal de gens d'origine subsaharienne, même s'ils ne sont pas musulmans, qui sont très identitaires, cette culture, voilà, et tribale, une culture du pays, et qui vont considérer que faire son blanc, faire son français, on va les appeler d'ailleurs des bounty. Ça rejoint cet esprit-là, mais je pense que tout a commencé en fait avec les bureaux du FLN en France qui surveillaient la communauté algérienne. Voilà. Et ça a été aggravé par la politique française, par deux
il y a eu 2 leviers qui ont favorisé cela, c'est le regroupement familial, c'est-à-dire que la massification démographique a entraîné une pression communautaire sur ceux qui commençaient à s'assimiler, qui commençaient à adopter les mœurs, les codes culturels français. Et ensuite, le deuxième levier, c'est la propagande, l'idéologie SOS racisme des années Mitterrand, où on a dit que l'autre était forcément un enrichissement culturel, qu'il venait apporter quelque chose, et que par contre, la culture française, c'était quelque chose d'assez miteux, rance. Et d'ailleurs, on caricaturait depuis mai 68, on commençait à caricaturer le français moyen en une sorte de bof raciste, alcoolique, alcoolo-tabagique, donc ce qui a eu l'effet d'un repoussoir. Et vous imaginez bien qu'un gamin d'origine maghrébine qui grandit dans ce climat-là, lorsqu'il voit comment on lui présente les classes populaires, il n'a pas tellement envie de se greffer, de s'imprégner culturellement de ces gens-là. Et donc, moi, ce que j'observe dans les quartiers où j'ai vécu, où il y avait une forte communauté maghrébine, c'est qu'il y avait un mépris des Gaulois de la part des Maghrébins. Il y avait une sorte de mépris. Pour eux, c'était des gens à l'hygiène douteuse, des gens alcooliques, des gens dont les filles pouvaient coucher avec n'importe qui. Et ça a été encouragé en plus par les élites françaises, principalement de gauche. Bon, alors on va revenir, excuse-moi, je te coupe parce que on va loin, mais parce que on va reprendre le livre depuis le départ. Il est structuré en fait en 2 parties, si j'ai bien suivi ma lecture. Ouais. La première partie, c'est vraiment ta vie privée, ton chemin personnel, ta vie de famille, la vie de famille de ta maman, du côté de ta maman, qui est, tu vas nous l'expliquer, tu vas nous expliquer ses origines, et son mariage avec ton papa, donc qui est un français, toi, voilà. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus sociétal, où il y a une analyse de ta part que j'ai trouvée d'ailleurs très intéressante et très pointue. Je trouve que tu as un peu le discours d'un homme politique. Je trouve que tu serais bien un homme politique. Enfin, j'ai bien aimé ton discours. Je trouve que c'est très bien désarticulé. Je trouve qu'il explique très bien en fait le mécanisme des transformations et comment ça s'est durci en fait entre nous dans la société. Donc, à toi l'honneur. Alors, qui est ta maman ? En fait, moi, ce que je voulais, au départ, quand je me suis fait connaître, je faisais des analyses un peu sociologiques, anthropologiques. Et puis, progressivement, beaucoup de monde a commencé à s'intéresser à ce que j'écrivais. J'ai été sollicité par Le Figaro Vox, par Causeur, par Tribune Juive pour écrire des articles, puis par 4 maisons d'édition pour écrire un livre. Je ne me voyais pas, c'était compliqué pour moi de faire un livre où je ne ferais que des analyses. Je n'avais pas du tout la légitimité pour le faire. On me dirait, qu'est-ce qu'il veut, lui, le petit infirmier du Pas-de-Calais. C'est ça qui est touchant justement dans ton livre, c'est qu'il y a toute ton enfance et tout, ça nous touche, ça nous bouleverse, on est bouleversés. Ouais. Et il fallait expliquer d'où je viens, et quelqu'un un jour m'a dit, David, t'es jamais aussi pertinent, aussi fort, t'arrives bien à nous attraper lorsque tu racontes ta vie personnelle, ton trajet, tes expériences. Et je me suis dit, il fallait que je parte des origines, c'est-à-dire l'arrivée de ma famille maternelle en France en 1947, après la découverte de houille à Wagny, pas très loin de Lens. Et il fallait que j'explique le chemin de ma mère, parce que pour me comprendre, pour savoir qui je suis, il faut bien... Pardon. Ouais. Et là, il y a du bruit de fond aussi, les gens par les places. Donc, oui. Ouais. Donc, nous sommes dans une librairie, donc c'est normal que ça bouge. Et les gens parlent. Alors, oui. Donc, non, mais vas-y, oui, un petit peu plus fort. Mais... Alors, donc, pour pouvoir... Là, j'ai entendu la base, c'est toujours les animaux. À partir des origines. Voilà, donc il fallait partir des origines. Alors comment ? Pour comprendre ce que je raconte, il fallait absolument repartir de la genèse, c'est-à-dire l'émancipation de ma mère. Ma mère arrive dans une France, c'est la France des 30 Glorieuses, elle naît en France, et son chemin d'enfant, d'adolescence, c'est de vouloir vivre comme les jeunes Françaises de son époque. En plus, on vit une période assez bouleversante puisque les jeunes filles commencent à s'émanciper. Elles ont le modèle de jeunes chanteuses et de jeunes actrices qui s'émancipent. Brigitte Bardot, les chanteuses des yéyés, pour elles, c'est ça être une femme, c'est ça être une jeune fille. Et elle est dans une cité et dans une classe
où les filles sont majoritairement des filles, on va dire, de ch'ti ou des jeunes filles d'origine polonaise. Donc elle est dans l'imprégnation culturelle avec ces jeunes femmes. Elle n'a pas du tout envie de reprendre les traditions musulmanes. Donc ça crée un conflit entre elle et ses parents. Mais la pratique dans ces familles, c'est que les mariages des jeunes filles sont arrangés. Les mariages, on arrange souvent ça avec un cousin du bled, à qui on présente la jeune fille plusieurs années avant, de manière à l'accoutumer à la présence de cet homme pour voir si le courant passe entre les deux. Et ma mère va se rebeller contre ça, elle va refuser le mariage arrangé contre, on en parle dans le livre, avec Mustapha. Et ma mère, ça va être une jeunesse de rébellion et de violence. Ah oui, d'une violence, mais puissante. Elle a un caractère elle a beaucoup de tempérament, elle a un caractère volcanique. Mais pas elle seulement, tout ce qu'il y a autour, tous les membres de la famille, enfin je les trouve très agités quand même. Ouais, ils sont... ouais, c'est vrai. Et je suis un peu le fruit de tout cela, puisqu'en plus, elle va travailler très tôt à l'usine et elle va ramener son copain avec qui elle va se marier. C'est un collègue de travail, c'est mon père. Donc là déjà ça va créer un choc. Ma grand-mère Fatima, lorsqu'elle va voir débouler cet homme avec une belle chevelure blonde en triomphe blanche décapotable dans les corons, elle craque direct. Et ma grand-mère va dire à ma mère, Horia, s'il te plaît, ne viens pas avec ton mari, tu nous fais la honte. Il faut savoir que dans les communautés maghrébines, ce qui compte le plus important, c'est la réputation vis-à-vis des autres. Il ne faut pas avoir regard de l'autre, l'honneur et l'archouma. Il ne faut pas avoir l'archouma, la honte. Et donc ça, une jeune fille musulmane qui ramène un Français, mais c'était une catastrophe. Ma grand-mère a toujours essayé de le cacher, elle n'en parlait pas à ses copines parce qu'elle avait trop peur d'avoir la honte. Et ensuite, elle a un enfant, c'est moi, et elle me prénomme David, un prénom juif. Donc là, je ne vous dis pas... Déjà, ma mère, elle m'a dit personne n'est venu me voir à la maternité à part la famille de mon père. Ah oui, quand même. Et puis quand ma mère, elle allait un petit peu se promener le samedi après-midi dans le centre-ville de Lens et qu'elle me déposait chez ma grand-mère, qui me gardait avec certaines de mes tantes, quand ses copines musulmanes venaient boire le thé, elle ne disait pas que je m'appelais David pour pas avoir la honte. Elle changeait, elle donnait des prénoms arabes pour éviter. Voilà. Donc, pour comprendre ce que je pouvais raconter sur ce qu'on observait aujourd'hui, il fallait que je parte de ça. Voilà. Pour avoir la légitimité et que je raconte le parcours d'une femme qui s'est battue violemment contre des traditions très archaïques. Voilà. Parce que l'islamisme aujourd'hui, puisque c'est le sujet, ou l'indigénisme, qui est un autre versant de la face, un autre versant de la pièce, pardon, ils ne sont pas tombés du ciel. S'ils ont autant de succès, c'est qu'ils reposent sur quelque chose qu'on a refusé de voir pendant des années, pendant plusieurs décennies. Les traditions sont très, très archaïques et sont en complet antagonisme avec ce que la société française, dans sa constitution, prône pour les citoyens. Donc, et ça, on a refusé de l'entendre. On a regardé ailleurs. Parce qu'il y avait un chantage à partir des années 80, c'est que si on disait quelque chose sur cela, on faisait le jeu de l'extrême droite, donc il ne fallait pas en parler. Combien de fois j'ai entendu des jeunes filles, où j'ai vu des jeunes filles être emmenées au bled pour être mariées, elles ne sont jamais revenues, on n'en parlait pas, il y avait une certaine forme de pudeur, il ne fallait pas faire le jeu de l'extrême droite. Les comportements des jeunes garçons dans la rue qui jouaient un petit peu les terreurs, qui sombraient dans la délinquance, parce qu'il n'y avait pas de butée pour les retenir, il ne fallait pas non plus en parler parce que sinon il y avait l'accusation de racisme. Donc il fallait que je parle de tout cela et de ce qui structurait toutes ces dynamiques. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles de tout ça, vu de l'intérieur, ouais. Selon ton éducation. Donc ce sont des choses qui sont avérées, ouais. qu'on ne peut pas te discuter puisque c'est ta vie et que à travers cela, ça forme quand même ce que moi je sais au fond, puisque je connais quand même la culture musulmane, vu que je suis juive tunisienne, mais
avec mes parents, ça a transpiré quand même, cette culture musulmane tunisienne. Et toi, tu le vis de l'intérieur, donc et puis je reconnais plein de choses. Et puis après, ça s'est durci, parce que en fait, au départ, tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Et Évidemment. tous les musulmans ne sont pas archi-pratiquants. Non. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se taisent tous? Mais parce que c'est assez simple à comprendre et c'est l'angle mort de toutes les analyses que vous pouvez lire ou entendre dans les médias, c'est que les communautés qui viennent du Maghreb sont structurées par le clanisme, le tribalisme solidaire. Et que ce tribalisme solidaire, ce clanisme, c'est ce qui va être l'explication des émeutes. C'est ce qui va être l'explication aussi du fait que dans beaucoup de cités, vous avez des islamistes, mais ils ne seront jamais dénoncés. Pourquoi ils ne vont pas être dénoncés? Parce que les islamistes, ce n'est pas comme les catho-intégristes, ils ne forment pas une communauté séparée des musulmans auxquels ils font la guerre. Il y a des islamistes dans beaucoup de familles musulmanes. Ça peut être un frère, deux, ça peut être des cousins, des sœurs qui sont mariées avec un barbu. Et le clanisme fait qu'on ne dénonce pas un musulman contre des non-musulmans. Eux, ils ne les voient pas comme des islamistes, ils les voient comme des musulmans plus pratiquants, plus pieux. Donc, ils ne vont jamais aller à l'encontre de ces gens-là. Et c'est ça l'angle mort. Quand j'entends des gens dire qu'il y aurait d'un côté des musulmans et des islamistes, c'est complètement idiot de dire ça, c'est manichéen, c'est bête, c'est prendre les gens pour des imbéciles. D'ailleurs, quand un islamiste passe à l'acte, souvent on se rend compte que la famille ne pensait pas du mal de lui. Ben non, il était juste plus pratiquant, il pratiquait bien la religion. C'est tout ce qu'on entend dans l'entourage proche. C'est ça qui est très difficile, parce que comment tu peux séparer le Voilà. blanc du jaune? Et ensuite, sur les caïds des quartiers, ils sont aussi protégés par leur famille dans les quartiers. Et d'ailleurs, ils font vivre leur famille. On sait qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent payer leur loyer, vivre assez décemment grâce à ces gens qui ont développé une économie parallèle et qui font vivre beaucoup de gens dans le quartier. Ça aussi, on ne va pas le dire dans les médias parce que ce n'est pas très politiquement correct. Ah oui, raconte l'histoire des vigiles et des filles qui viennent chercher... Ah ouais, là, Ah oui, j'étais venu il y a quelques années et puis je m'étais arrêté en région parisienne dans un supermarché et puis je m'étais rendu compte que en fonction des origines ethniques, dans le supermarché, les gens évitaient certaines caisses pour ne pas avoir affaire à quelqu'un qui n'était pas de leur ethnie. Même chez des subsahariens qui évitaient des peuples qui sont certainement rivaux dans le pays d'origine, puisque, comme vous le savez, en Afrique, les frontières sont artificielles. Elles ont été dessinées sur un coin de table par les Européens, les Anglais et les Français principalement, et qu'on a mis ensemble des peuples qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est la couleur de peau. Mais eux, ils parviennent à s'identifier, à se reconnaître, et il y a déjà un séparatisme qui se fait comme ça, que j'ai observé dans ce supermarché, mais qui a été médiatisé il y a quelques années, lorsqu'en Seine-Saint-Denis, il y a eu l'organisation par ces jeunes de ces cités, il y a eu une organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire il y avait les Maliens, les Sénégalais, les Comoriens, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, et on ne se mélangeait pas et on s'affrontait. Alors moi je n'ai pas été surpris, j'ai surtout été surpris qu'on soit surpris, parce que comme j'en parle dans mon livre, à la fin des années 80, jusque dans les années 90, après j'ai quitté ce quartier, dans ma cité on faisait des France-Maroc. C'est-à-dire que les Marocains de mon quartier, qui étaient français aussi, ne voulaient plus se mélanger avec on faisait des petits foot dans le quartier, on occupait la cour d'une école primaire derrière l'église de la cité, on avait fait un trou dans la clôture et on passait, il y avait des buts de hand et on faisait des France-Maroc. Ils voulaient plus se mélanger avec nous. Dès qu'ils ont été en démographie suffisante pour pouvoir refuser la mixité, parce qu'avant cela on faisait les équipes, c'était les 2 meilleurs joueurs qui choisissaient à tour de rôle un joueur en fonction de ses qualités, pas en fonction de ses origines. Ils n'ont plus voulu se mélanger avec les petits Français du quartier. Et ça a fait ensuite tache d'huile dans les clubs de district, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître des clubs communautaires. Et moi-même dans mon club, je jouais à Lens, il y a beaucoup de clubs, il devait y avoir au moins une dizaine à l'époque. Je jouais à l'UFC Lens et un jour mon président m'a dit David, j'ai un souci, j'ai 8 ou 9 joueurs qui vont certainement démissionner. Le responsable, l'entraîneur de l'équipe B, qui s'appelait Nordine, est venu me voir, il veut faire une équipe B 100% Maghreb. Et le président, René,
il m'a dit mais je peux pas accepter ça. J'ai dit non, il faut pas accepter ça. Et ils ont fini par partir dans un club voisin, l'US Lens, qui était un rival, parce que là-bas il y avait un type qui s'appelait Kader qui a accepté que l'équipe B soit communautaire. Alors le résultat, c'est que l'équipe B de l'US Lens s'est retrouvée dans le championnat de notre équipe A. Donc on les a affrontés. Et la moitié de cette équipe était constituée de ces joueurs qui avaient quitté notre club, et l'autre moitié, c'était ceux qui faisaient les France-Maroc avec moi dans la cité. Et le capitaine, c'était mon voisin, qui habitait en face de chez moi. Et lors du match aller, en championnat, je dis à mon président, René, moi je ne peux pas perdre contre eux. Je dis, c'est impossible. Sinon je ne rentre pas dans mon quartier. Donc on a gagné le match, j'ai marqué un but et j'ai fait 2 passes décisives. Parce que j'ai jamais perdu un France-Maroc dans le quartier. Donc il m'insultait toujours de dégradé de gris, bougnoule de service, faux frère, traître, harki. Je sais pas comment tu es encore vivant, toi. Hein. Et je me prenais des coups, des insultes en arabe. Quand je passais avec le ballon, on crachait dans mon dos. Et quand il claquait des buts et qu'il menait au score, ils faisaient tous les you-you, puis ils nous faisaient des doigts d'honneur sur le terrain. Et nous, on restait, je disais à mes copains français, j'y restais zen, ne répondez pas aux provocations. Et lors de ce match en championnat, mon président m'a fait sortir à 5 minutes de la fin et il me dit, David, tu as gagné le match tout seul. J'ai dit, ben oui René, mais moi je ne pouvais pas rentrer dans mon quartier et le capitaine, c'est mon voisin, ils vont me charrier, je vais en prendre plein la gueule pendant plusieurs mois. Mais à la fin du match, le capitaine de l'équipe, qui s'appelait Kader, il est venu me voir et puis il m'a embrassé et il a eu une attitude assez sport. Bon, et le dernier match France-Maroc dans le quartier qu'on a joué, ça a été une provocation d'un des leurs qui est venu nous voir, nous dire qu'on était de la merde, il faut dire les choses comme elles sont, et qu'ils allaient nous mettre une raclée. Donc on s'est rendu à l'école Marie Curie un dimanche après-midi, on a fait ce dernier France-Maroc. À la mi-temps, on perdait 5-2, donc on s'est pris des you-you, des insultes et tout, et on a fini par gagner 10-8 à la fin du match. Et le dernier but a été un but d'anthologie sur un centre que je fais à un copain qui était converti à l'islam, un petit blond aux yeux bleus, j'en parle dans oui, tu en parles, mon copain le converti. Il nous a fait un ciseau retourné sur le macadam de la cour et il a marqué, c'est passé sous la barre. Le Kader, qui était aussi le meneur de ce France-Maroc, qui était aussi le capitaine de l'US Lens, il est venu me voir à la fin, il dit, David, il dit, on a fait 2 fois 45 minutes, il dit, on continue, il dit, on peut encore jouer. Je dis, ben non Kader, t'as perdu, c'est fini. Il dit, ben non, il dit, on va. Non, je dis, c'était le règlement, c'était 2 fois 45, t'as perdu. Mais il n'y a pas de règlement. Et alors, il y a un de ces joueurs qui s'appelle Saïd, un garçon très bien éduqué, il dit, écoute, Kader, on a perdu, il faut accepter la défaite. Et il s'est retourné, pourtant ce sont des Marocains, donc ils n'ont pas connu la colonisation, mais le protectorat. Et il s'est retourné, il dit, espèce de sale harki, il dit, je vais te casser. Ils ont commencé à s'embrouiller, j'ai dit aux Français de mon groupe, j'écoutais les gars, venez, on les laisse entre eux. Ils se sont... C'était en quelle année ? C'était en 95. Donc là, on est en 2025 bientôt. Voilà. Mais là, ils seraient morts, les mecs, non ? Ça serait joué au couteau, non ? Il n'y aurait pas eu de match, surtout. Ouais, il n'y aurait peut-être pas eu de match. Si on avait joué déjà. le match et qu'on l'avait gagné. Cette équipe de l'US Lens, là je parle de le match de quartier, mais celle qui était à l'US Lens, pratiquement tous les dimanches, ça se terminait en bagarre générale sur les terrains de district où ils allaient. Parce qu'ils jouaient leur fierté de musulmans et de maghrébins. Et le club a été convoqué à la ligue régionale. L'équipe B a été supprimée. Tous les joueurs ont été interdits de jouer au foot à vie. Et l'équipe A, qui à l'époque, on appelait ça la régionale, jouait en régionale, donc c'était un très bon niveau. L'équipe A a été rétrogradée en 4e division de district. Donc ils l'ont payé cher. Voilà. Mais à l'époque, ils avaient encore un peu peur des autorités. Bon, maintenant plus. Beaucoup moins. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu vois, comment tu imagines, comment tu anticipes le futur ? Est-ce que tu aurais, toi, des suggestions, vu que tu connais, que tu as vécu, tu vis ça de l'intérieur ? Est-ce que tu vois des groupes quand même se former pour s'opposer ? Est-ce que les politiques sont vraiment... non, comment ça se passe avec les politiques des villes, etc. Déjà, il y a beaucoup de mairies qui ont été infiltrées. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je gère en ce moment une association de foot en salle. J'ai eu des problèmes avec pas mal de joueurs. Et à chaque fois, je fais un rapport à la mairie, parce que parfois, ça peut partir un peu en cacahuète quand on joue. Il peut y avoir des... Donc, quand je dois virer un gars, je fais un rapport à la mairie. Mais quand c'est un musulman, la mairie m'appelle pour me demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On connaît bien sa famille, ils sont bien dans sa famille. Donc, ils me mettent la pression. Et donc, je suis obligé de faire un rapport circonstancié. J'en ai viré un qui venait... et c'était un vieux copain en plus.
C'est le frère de Kader, mon voisin. Et c'est prénommé Brahim. On était au lycée, au collège ensemble. Mais il avait un comportement de diva, c'est-à-dire qu'il était sur le terrain, il prenait ses partenaires pour son petit personnel. Il contestait toutes les décisions d'arbitrage dès qu'elles n'allaient pas dans son sens, et il était insultant envers ses adversaires, parce qu'on jouait entre copains, et donc les équipes elles changent toutes les semaines. Et c'était devenu problématique parce que quasiment chaque mercredi soir, il pouvait y avoir une bagarre. Donc j'ai fini par réunir les membres du bureau, les membres de l'association, on a organisé un vote, et il a été exclu. J'ai eu 3 personnes qui se sont abstenues, qui ont voté blanc. C'était 3 musulmans, ils me l'ont dit. Et ils m'ont expliqué. Il y en a un, il m'a dit, tu sais David, je voulais qu'il soit viré, parce qu'il voulait que ce soit moi qui le vire, que je prenne la décision unilatérale. Je lui ai dit, moi je ne suis pas un dictateur, je suis obligé de réunir tout le monde. Et pourtant le garçon est prof de maths dans un lycée. J'ai dit, tu comprends? Je dis, je ne peux pas le virer moi-même, mais il faut voter. Et à la fin, il dit, je voulais qu'il soit viré, mais je ne voulais pas voter contre lui. J'ai dit, mais pourquoi Khalid? Mais il dit tout simplement parce que son grand-père, c'était le meilleur ami de mon père. Et je ne voulais pas insulter son père. L'honneur. Alors je lui ai dit, mais c'est pas son grand-père qu'on a viré de l'association, c'est lui. Je connais bien son grand-père, puisque Kader et Brahim, qui a été viré, habitaient chez leurs grands-parents. J'ai dit, son grand-père était comme ça. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre l'individu et le groupe. C'est ça. Ils amalgament d'eux-mêmes. Et après, on vous accuse d'amalgame. Oui. C'est une perversité absolue. Oui, mais la France Insoumise le fait aussi. Oui, la France Insoumise est complètement dans ce système, oui, bien sûr. Voilà, donc les valeurs sont inversées, puis il y a de la mauvaise foi, donc tout est à l'envers. Oui. Ouais. Une question. Ta mère était assez rebelle. Ouais. Je crois qu'on vous entend pas trop. Attendez, peut-être Ah oui, mais je peux pas. Non, mais c'est pas un peu plus fort si vous voulez. Ta mère était assez rebelle. Très. Comment ça se fait qu'ensuite, lorsque toi tu es devenu, qu'est-ce qui a fait? Vous avez été obligé de retourner dans sa famille, c'est ça qui a fait qu'elle s'est pliée ensuite? Parce que j'ai l'impression qu'après, toi tu as été obligé de subir quand même la famille. Non. Ah non, jamais. Oui, mais comme si elle avait fait peut-être un petit peu de régression, la maman. C'est ce que Oui, moi je l'ai ressenti en lisant aussi. Est-ce qu'elle a été obligée pour des raisons économiques ou parce qu'elle devait revenir dans la famille, ou est-ce qu'elle a été obligée ensuite de revenir un peu en arrière par rapport à toi? Non, pas du tout. Ma mère n'est jamais revenue en arrière et économiquement, ma mère ne s'est jamais soumise, mais elle a des séquelles culturelles, notamment sur les châtiments corporels, sur les violences. Ah oui, elle a gardé ça. Oui, oui, oh là là. Elle a des séquelles, mais elle s'est jamais soumise. D'accord. Jamais. Est-ce que toi, elle t'a incité à un moment à revenir dans le giron? Elle n'est jamais revenue dans le giron. Elle a toujours été à part. C'est le vilain petit canard de sa famille. Non, mais pour plusieurs raisons. Parce que c'est la première qui a cassé les barrières. Et puis, son père est mort quand elle avait moins de 2 ans. Ma grand-mère s'est remariée avec un voisin. Elle a eu 8 enfants supplémentaires avec lui. Donc, elle est une enfant de la kafala. Donc, elle a toujours été traitée à part, comme sa sœur aînée, par ses 8 frères et sœurs. Elle s'est remise avec quelqu'un qui était, lui, musulman? Pas du tout. Non, jamais. Ah non, certainement pas. Elle n'aurait jamais accepté. Okay. Non, elle n'aurait jamais accepté de se soumettre à un homme. Émile, non. Mélange entre ta mère, ta grand-mère, ta femme, etc. Émile, c'est pas celui de ta mère. Mon épouse, on est en divorce. Mon épouse, elle vient d'une famille de souche, catholique non pratiquante. Mais c'est une famille très clanique parce que quand je suis arrivé dans la famille de ma future femme, j'ai découvert, j'habite une petite ville de 8000 habitants, 6000 habitants même, et ils étaient 6 familles dans la même rue, dans la rue principale. Et en fait, c'est une famille très clanique et c'est une famille de tradition au départ communiste. Et aujourd'hui, ils sont très soumis au politiquement correct. Donc, ce que je pouvais raconter, le fait qu'on me sollicite pour écrire un livre, que j'ai écrit des articles pour le Figaro Vox, Causeur et Tribune Juive, pour eux, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire parce qu'on allait dire de moi les pires choses et que ça pouvait, par capillarité, rejaillir sur eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Même s'ils n'en pensent pas moins. Ils n'en pensent pas moins, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'évitement sémantique de ces sujets, il ne faut pas parler de ça, mais ils sont aussi dans l'évitement géographique, ils habitent dans un quartier où ils sont assez protégés. Voilà. Et
il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que ils ont une histoire particulière. Le patriarche, le grand-père de mon beau-père, était un communiste stalinien. Et toute la famille faisait bloc autour de lui pour que, quand un gendre arrivait, il ne contrarie pas cet homme avec des sujets de conversation qui n'allaient pas dans le sens de l'idéologie dominante. À l'époque, dans cette ville, on votait à 90% communiste. Oui, Ouais. mais ça ne m'étonne pas, en fait, ça se rejoint, Et puisque ça- c'est complètement c'est- dictatorial c'est comme la- attitude. c'est- en fait, ça s'est Bah recyclé. oui, que ce soit l'islamisme ou le Dans cette communisme, famille, le stalinisme, en tous les cas. La tradition C'est de... pas On ne contradictoire. parle pas des choses qui fâchent de cette époque des années 60, qui allaient fâcher le patriarche et qui allaient fâcher la réputation de cette famille dans cette ville qui était majoritairement communiste. Elle a été recyclée au politiquement correct national. Voilà. Non, parce que j'ai eu l'impression que cette famille, quand même, avait de l'influence sur toi et essayait de mettre de la pression. Je ne sais pas à quel niveau la pression avait lieu, mais Non. j'ai eu un sentiment. C'est sûr, de j'en pression pour toi. parle sur la fin, dans le dernier chapitre, Covid et David, la peste et le choléra. Effectivement, depuis 2016 que j'ai commencé à... Après Charlie et le Bataclan, l'hypercachère, mon influence a grandi sur Facebook, j'ai eu plus d'audience et j'étais beaucoup plus sollicité et ils se sont rendus compte que je parlais de ces choses-là et j'ai subi une pression de leur part. J'ai subi une pression de leur Quand part. tu as une et famille, là, ça change, oui. ça veut dire que j'avais plus le droit d'avoir de vie amoureuse, j'avais plus le droit d'être le père de mes enfants Voilà, c'est ça. et j'avais plus mon mot à dire sur leur éducation et sur leurs études et je n'avais pas le droit d'écrire. Ah, mais c'est terrible. Voilà. Et concrètement, David, vous subissez des pressions aujourd'hui enfin, je vais peut-être un petit peu trop vite en besogne, mais compte tenu de cette situation familiale, de la situation politique globale, tout ça, Bah, est-ce que là, vous c'est êtes concerné par tout ça évidemment, je me sens J'imagine. concerné, mais je suis assez surpris d'être invité dans une librairie. J'ai essayé dans des librairies de mon coin, ils devraient être fiers qu'un local fassent aux sort auteurs. un livre chez Grasset. Ouais. Ah non, non, il dissimule le livre, Ouais. il le dissimule. Merci Caroline Pommier de la librairie Fontaine. Là, je vous remercie infiniment. Nul n'est prophète en son pays. Et j'avais envoyé, lorsque le livre était achevé et qu'il avait été envoyé à Grasset dans sa version brute, parce qu'il faut savoir une chose, hein, j'ai jamais demandé à écrire un livre, j'ai jamais frappé à la porte d'une maison d'édition, on est venu me chercher, à 4 reprises. Ça, c'est Incroyable. complètement... Comment ça s'est passé la première fois? Pourquoi? Comment ils ont su que tu allais écrire un livre ou que tu avais envie d'écrire? Dans ma famille, dans ma belle famille. Non, quand on est venu te chercher, Bah, les éditeurs. la première fois, c'est les éditions Le Mieux, via Charles Rogeman, qui préside l'Institut Thérapie Sociale, qui m'a dit que ce que j'écrivais était vachement intéressant et que lui, qui avait travaillé dans les quartiers, il retrouvait ce qu'il Voilà, avait. c'est ça, il avait travaillé dans Voilà. le quartier. Voilà. Ensuite, il y a eu un journaliste de France 2, un ancien grand reporter, dont j'ai oublié le nom, son nom de famille c'est Amar, qui oui. m'a sollicité. Paul Amar, non? Pas Paul, non. Non, pas Paul. Non, c'est lui qui a fait signer Naïm Bestanji sur le linceul, sur le voile. Naïm Bestanji, le militant laïque. Ouais. Voilà, j'ai oublié son nom et il m'a demandé un livre aussi. J'ai fait traîner la chose pour pas que ça se fasse parce que j'avais une menace de divorce si j'écrivais un livre. Ensuite, En plus, la demande venait d'un juif. Et non, ça n'avait pas d'importance. je l'aurais pas dit de qui ça venait. C'était quand la première fois que j'ai parlé d'une proposition de livre, c'était en 2017. J'étais en vacances avec mon épouse et mes enfants. On était à la terrasse d'une table de restaurant, près de... c'était où? Périscola. Non, j'étais en Charente-Maritime. Et lorsque je l'ai dit, mes enfants, waouh, c'est super, papa, et tout. Et mon épouse a dit, si tu fais ça, je divorce. Voilà, Carrément. directement. Non, il fallait pas parler de ces choses-là. On ne parle pas de ça. Tu ne dois pas te faire remarquer. Je viens d'une région, d'un département, le bassin minier lensois, où on ne doit pas se faire remarquer ni en bien ni en mal. C'est une trace culturelle du collectivisme et du paternalisme qui a sévi dans les corons, dans les cités minières. Parce que quand un mineur se rebellait, c'est tout le monde qui prenait. Et à l'époque, ça rigolait pas, on envoyait l'armée. Et c'était sévère. Pourquoi? Parce que toute l'économie du pays reposait sur les charbonnages de France. Donc il ne fallait pas mettre en danger. Donc celui
qui osait ouvrir sa gueule, les autres, ils lui faisaient fermer sa gueule parce qu'il allait leur attirer des ennuis. C'est resté. Ensuite, j'ai une belle-mère qui vient de l'éducation nationale, très obséquieuse, très pas de vague. Donc les deux ensemble, vous On imaginez. n'est pas sorti de l'auberge. Et le beau-père, flic, très hiérarchie. En plus, petit-fils d'un communiste stalinien. Donc, vous savez, j'ai mon beau-père qui me disait mon meilleur ministre de l'Intérieur, c'était Charles Pasqua. Il dit avec lui, on pouvait faire du bon travail. Mais il dit, j'ai toujours voté communiste par fidélité à mon grand-père. Son grand-père, c'était le bon Dieu. Voilà. Donc, ceci explique tout cela. Maintenant, sur les solutions, on va revenir là-dessus. Alors, je ne vais pas vous donner des solutions pratiques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on ne cassera pas le clanisme et le tribalisme solidaire et qu'on ne fera pas des musulmans des individus avec leur libre arbitre, eh bien, on échouera. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler. C'est impossible. Il faut travailler sur la politique d'immigration pour éviter que la masse démographique empêche ce travail-là, et il faut travailler sur la politique de logement. Mais malheureusement, pourquoi sur la politique de logement? Attends, parce que les regroupements, ils se créent eux-mêmes leur propre ghetto. Pourquoi la politique de logement? Oui, mais enfin, tu te rapproches toujours des gens à qui tu ressembles ou qui te ressemblent. Non, oui, bien sûr, évidemment. Tu vas essayer de faire éclater la cellule, mais bon, elle se reconstituera différemment. Évidemment. Mais il faut savoir que les critères d'attribution sociaux pour les logements sont calibrés justement pour ceux qui arrivent de l'extérieur du pays et qui sont plus pauvres. Forcément, quand on arrive d'Algérie ou du Maroc et qu'on a un SMIC à 250 €, on va forcément être prioritaire sur les plus pauvres des Français, ce qu'on appelait autrefois le quart-monde, qui vivent dans des cités difficiles. Donc on va être prioritaire. Ensuite, il y a l'histoire du regroupement familial qui a été étendue. On peut faire venir maintenant beaucoup plus de monde qu'autrefois. Donc vous avez tout le douar d'origine qui se reconstitue dans un quartier. Moi je peux vous dire, à Lens, la plupart des Maghrébins connaissent tous les Maghrébins du district Lens-Lévin. C'est quand même 350 000 habitants et quasiment tous les Maghrébins se connaissent. Ils se connaissent. Je ne peux pas dire la même chose d'un Lensois-Type, je ne vais pas dire. Il y a eu une étude qui a été faite par un sociologue. Il s'était rendu compte que dans pas mal de quartiers de la Seine-Saint-Denis, les adolescents connaissaient jusqu'à 3500 personnes. Et presque tous étaient de leur famille, ou apparentés, ou venaient du village d'origine. Il s'appelle Rouya. Voilà. Donc, et c'est ça la clé de compréhension des émeutes. D'accord. Une fois, j'ai posé la question à un politique. Je dis pourquoi, lorsque c'est un garçon qui s'appelle Florent, ou Stéphane, ou Quentin, qui se plante en scooter, il n'y a pas d'émeute. Mais si c'est Kader ou Nordine, il y a une émeute. Quelle que soit la situation. Pourquoi? Même s'ils sont dans le même quartier, qu'ils ont les mêmes revenus, pourquoi il y a une différence de réaction? C'est pas simplement le social qui explique ça. Alors c'est... Il était perdu, c'était un homme de gauche, il a failli perdre pied. Bien. Voilà. Bah, tu vois que ça laisse un grand silence, un grand blanc. C'est le cas de le dire. Tu as des sollicitations de certains partis sans aller peut-être complètement à la droite ou un peu moins ou truc, pour te rapprocher. Et est-ce que toi tu as envie d'aller vers politique ou pas du tout? Non, pas du tout. Pourquoi? Donc tu veux rester au niveau... Alors tu vas voir tout ça se déliter, je comprends pas. Et pourquoi tu le ferais pas? Je pense que j'ai déjà pas mal donné. Ça m'a coûté très cher. Maintenant, ce livre peut être un outil de travail pour beaucoup de politiques. Chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Mais tout le monde est dans le déni. Mais il faut faire connaître ce livre. Oui, il faut le faire. Moi, je suis prêt. Quelque part, je fais de la politique sans être dans le jeu politicien. Oui, bien sûr. Moi, si les médias jouent le jeu et m'invitent et que je peux discuter de cela avec des politiques, je le ferai volontiers. Ou avec des éditorialistes, quels qu'ils soient. Moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde. Pourquoi ne pas alors passer vers éditorialiste? C'est-à-dire qu'on le voit, Zemmour, dès qu'il a fait de la politique, il a été grillé complètement. Mais tant qu'il était éditorialiste, ça restait encore acceptable. Ouais, mais
j'ai pas les solutions pour tous les problèmes. Parce que je vois des gens sur les plateaux télé, ils viennent bavasser, quel que soit le sujet, ils ont toujours des choses à dire. Moi, j'ai trop d'honnêteté envers moi-même pour commencer à discuter de tout et de n'importe quoi. Sur ce sujet-là, je m'exprime et je donne des clés de compréhension aux politiques dont c'est le métier de récupérer cela et de travailler un programme, de travailler sur des solutions. Et je pense que c'est assez lisible. Voilà, mais c'est pas à moi de... Non, mais surtout que... Je peux apporter au débat. Non, mais surtout qu'il n'y a qu'un seul vrai problème, pardon. Vous avez été invité chez France Inter ou France Culture? Pas du tout. Service public. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, en vérité, il n'y a qu'une seule explication. J'ai fait quelle faute dans réplique, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est une catastrophe. Mais parce qu'en vérité, t'as pas de solution à donner ou t'as pas mais parce qu'en vérité, il n'y a qu'un seul problème, c'est l'idéologie, la charia. Ou la mission, c'est de toutes les façons ne pas se plier aux religions, aux politiques, à l'idéologie des autres religions ou des autres peuples ou je ne sais. Voilà, et de convertir le monde. C'est ça la charia. Oui, bien sûr, mais... Mais tout le monde en est conscient, tous les musulmans, non, savent ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont contre ça? Tout à l'heure, on a un peu discuté de fatalisme et de blasphème, tu vois. Ouais. Si on pouvait reprendre un peu sur ça, parce que c'est intéressant. Justement, moi je pense qu'il y a les musulmans qui sont pour la charia et il y a les autres. Donc le problème, c'est ceux qui sont pour la charia. Mais c'est pour ça que je dis que la clé, c'est le clanisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ceux qui sont pour la charia, par fidélité, par loyauté, se taisent devant ceux qui sont pour la charia. Donc tant qu'on n'aura pas ce travail d'émancipation, voilà, c'est là-dessus que ça se joue. C'est là-dessus que ça se joue. Tant que les gens peuvent se regrouper comme ça, on n'aura aucune solution, on n'aura aucune prise. Ceux qui auront le courage d'aller contre ceux qui sont contre la charia, c'est pas nous qui allons les protéger. On a beaucoup de difficultés à protéger, je l'ai déjà dit chez Berkoff il n'y a pas longtemps, on a beaucoup de difficultés à protéger un professeur. Est-ce qu'on peut protéger un jeune d'une cité qui va à l'encontre de sa famille, de sa communauté? C'est très compliqué. Donc c'est foutu. Voilà. Donc quoi? Soyons clairs. Non, il y a un travail de longue haleine à faire sur les flux migratoires et sur les politiques de logement. Et puis il y a des gens on devrait quand même faire pression sur les pays d'origine pour reprendre ceux qui n'ont pas la nationalité française et qui n'ont rien à faire sur le territoire français, qui sont en guerre contre nous. Et aussi au niveau fierté d'être français. Et ensuite, il y a voilà. N'auront pas envie d'être fiers d'être français et d'être pleinement français. Exactement. Et je veux dire qu'il y aura toujours un frein entre les deux choses, elles se conjuguent. Maintenant, on peut essayer tant qu'il y a ces regroupements, vous pouvez proposer tout ce que vous voudrez. Le conflit de loyauté est tellement violent que... voilà. D'un autre côté, il faut aussi que la France s'arme culturellement, idéologiquement. C'est-à-dire que on a tout déconstruit. On a déconstruit la nation, on a déconstruit la famille, on a déconstruit l'identité, on déconstruit le genre, on déconstruit... L'église et le PC. Tout ce qui avait constitué entre guillemets. Voilà, donc si vous avez qu'une ruine de civilisation face à des gens qui sont vachement fiers et revanchards, et puis vous avez les wokistes qui travaillent à tout détruire, la nature pour rien reconstruire de spécial. La nature ayant horreur du vide, vous imaginez bien. Un petit maghrébin aujourd'hui, est-ce qu'il a envie de devenir français, puisqu'on lui dit justement comme tout à l'heure que la France c'est de la merde entre guillemets. Donc c'est pas ça, c'est qu'il est acheté aussi, il est payé. Non. Dans les trucs, un petit, mais bien sûr, il fait chouf, il gagne de l'argent. Ah non, mais ils sont pas tous choufs. Tout ça, ça se rejoint aussi. Non, ils sont pas tous choufs. Non, faut pas dire ça. Bien heureusement. Bien heureusement. Mais il y a quand petit. même un truc qui se développe là, qui est assez effrayant. Je veux dire, il y a des gosses qui meurent très très jeunes, il y a des types à 8 ans, 9 ans qui sont enfermés dans les... Non, c'est pas un autre problème, c'est parce que il y a justement ce frérisme qui prend l'autorité sur les petits pour les mener là où ils veulent, dans une idéologie parallèle, enfin dans une économie parallèle, dans quelque chose qui va dépasser les lois de la République. Ouais.
Ça fait partie du... Ça me fait pas plaisir de le dire. Je pense pas que c'est pour tout le monde. J'essentialise pas le sujet, mais je pense que c'est en train de vraiment j'ai l'impression qu'il y a comme un raz-de-marée en ce moment, que c'est inarrêtable. Je ne comprends pas. Ouais, on peut pas En plus, il y a une société qui va mal, donc qui se drogue. Et donc, évidemment, ils vont aller chercher cette drogue. Sans aller jusqu'au chouf. Il y a beaucoup de consommateurs. Sans aller jusqu'au chouf ou au dealer ou au caïd. Enfin, oui, moi, le petit maghrébin qui va à l'école, on lui explique d'un côté que la France, c'est juste une succession de pages sombres et de crimes contre l'humanité, que c'est une France de la honte. Et de l'autre côté, on lui dit que l'islam, formidable civilisation, a apporté les lumières à l'Occident et que sans les lumières de l'islam, l'Occident serait à la ramasse. Donc, et qu'en plus, on a colonisé leurs ancêtres et qu'on a commis, comme l'a dit Macron, des crimes contre l'humanité. Ouais, donc, forcément, le gamin, il va être fier et revanchard. Prenez un livre de secondes ici, n'importe où. Hein. Ouais. L'histoire, vous allez voir. Excusez-moi. Regarde ce que dit Cécile Chabot. Je ne sais pas ce que dit celle-ci. Il y avait une telle hargne, c'est que justement ce sentiment d'appartenance, de solidarité entre les Maghrébins ou entre les émigrés, c'est valable aussi pour les subsahariens, ils savaient au fond d'eux qu'il y avait une part de mensonge dans cette reconstitution historique, que la France, en fait, ils savent très bien que c'est pas qu'une succession de crimes, ils savent très bien, ils ont aussi appris que l'école n'est pas que l'histoire de la décolonisation. Moi, mes enfants, les trois, ils sont au collège, ils apprennent Napoléon quand même, ils apprennent Louis XIV, ils apprennent le château de Versailles, et ils ont leurs camarades qui sont de tous les horizons, de toutes les origines, ils le voient bien. Je vois bien aussi qu'il y a des tensions, de l'islam aussi. Mais bon, ils entendent ça, ils savent bien qu'il y a autre chose. Il y a aussi un désir de France, mais je ne veux pas être naïve, attention, mais il y a les deux qui viennent en conflit, et voilà, peut-être votre explication de dire qu'il y a, en fait, ils se restreignent eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'à côté, il y a le regard du copain qui va oser trahir, qui va oser prendre du plaisir à aller sortir avec la fille blonde ou avec le mec blond. La fille blonde, c'est pas un souci. Non, bien sûr, la fille blonde, c'est là, j'ai bien compris. Parce qu'au contraire, il va gagner des points pour aller au paradis. Ils appellent ça avoir des hasanats. Ouais. Non, mais c'est grave. Non, mais attends, ce que vient de dire David, c'est grave quand même. Parce que finalement, l'Occident, c'est pas si mal, et tout le monde le sait. Mais bien sûr. D'ailleurs, et tout le monde le sait. Mais il y a de l'orgueil aussi là-dedans. Oui, voilà, et ben voilà, c'est Il y a un orgueil. Parce que si vous voulez, alors, il y a ceux qui savent que au bled, c'est pas terrible, mais ils ont du mal à l'accepter. Et face dans un pays où il y a un tel confort, il y a une telle richesse qui est offerte, les Occidentaux ont inventé tellement de choses pour que la condition humaine soit améliorée, soit bonne. Quelque part, ça renvoie à la médiocrité de la civilisation d'où l'on vient, et c'est certainement très mal, ça fait mal digérer, ouais. Et donc, et comme on ne peut pas construire et qu'on n'arrive pas à rivaliser, on détruit. Voilà. Il y a de ça. Et dans les quartiers, il y a évidemment ce clanisme, mais il y a aussi ce jeu, c'est une histoire d'honneur, ce jeu du sur-musulman. On a toujours peur de passer pour moins musulman que l'autre. Donc on va dans la surenchère, dans une sorte de course à l'échalote à celui qui sera plus musulman que les voisins. C'est ça que tu appelles musulman de façade ? Oui, bien sûr, il y a des musulmans de façade. Donc je rentre dans beaucoup de maisons où en fait la maison est organisée comme à la mosquée. Il y a le salon pour les hommes, le grand salon royal pour les hommes, le petit salon pour les femmes. On sacrifie des chambres pour avoir ces deux salons, pour ne pas avoir l'archouma devant les gens de la rue qu'on peut inviter lorsqu'il y a des... Donc ça y participe aussi beaucoup. La géographie de l'islam, de la mosquée, elle est reproduite dans le foyer domestique, et elle est ensuite reproduite dans la rue. Les hommes et les femmes ne doivent pas se mélanger. Dans les cafés, c'est visible. Hein. Dans les cafés, on reproduit la rue arabe, avec les hommes qui occupent l'espace. Il y a aussi d'autres modèles. Majid Cherfi, par exemple, il a fait... Vous l'avez lu, le livre sur Actes Sud Non, mais j'en ai lu quelques extraits, ouais, comme ça. Lui, il raconte aussi qu'il aime la France, enfin, bon, il y en a d'autres aussi qui
la défendre. Vous avez là Boualem Sansal, qui est là. Évidemment, mais bien Non, évidemment. mais c'est des gens. Oui, Bien sûr, bien sûr. Kamel Daoud, Oui, enfin, ils risquent de mourir à chaque seconde. Alors, comme vous venez du Nord, qu'est-ce que vous pensez de la Belgique, par exemple? Parce que quand on voit les images en encore Belgique, pire. Oui, mais on est sur le chemin. On est sur le chemin. oui, enfin, il y a Ça quand même dépend. En France, une Mais résistance. moi, je constate sur Facebook qu'il y a aussi beaucoup de réseaux d'apostats. Et je trouve ça positif. Aussi. Il y a du monde sur ces Oui, réseaux. il y a aussi. Il n'y a pas que Oui. David Valla ou d'autres. Hein. Tiens, j'aurais dû dire à Walid Al-Husseini de venir. Tiens, Et c'est mon pote. enfin, Il est être apostat. il y a 50 ans, quand j'étais en Algérie, c'était impensable. Ouais, mais il faut se méfier de la lumière médiatique. Ouais. De la loupe. Quand- Non, mais il faut se méfier de la loupe. Exactement. Il faut se méfier de la loupe. Oui, je suis d'accord. Mais Faut s'il y a se quelques méfier. centaines Je, vous- de je, vous- c'est pas grave. je vais illustrer ce que je vous dis. Quand Tariq Ramadan a été accusé de viol, il y a eu une cagnotte qui a été montée. Il s'est fait 100 000 € en 5 jours. Quand Mohamed Louizi, qui lutte contre les frères musulmans, a fait une cagnotte, il a péniblement ramassé 7 000 € en 3 semaines. 95% des donateurs étaient non musulmans. Ah, il faut pas se la raconter. Hein. Voilà. On y est. C'est clair. Bah oui, Voilà. Clair et net. c'est clair et net. Après, Donc, maintenant, les solutions, je sais pas. On n'est même plus là. Je ne sais plus. Mais je ne sais pas. D'autres questions? J'aimerais savoir pourquoi vos parents ont choisi le prénom David. T'as sa maman. Alors c'est assez bête. À l'époque, mon père était un grand fan de Johnny Hallyday et il venait d'appeler son fils David. C'était la mode. Ah, génial. Je trouve ça génial. Oui, Annie. Vous pouvez revenir sur le chapitre des filles blondes ou Ah oui. des points pour le paradis parce que je n'ai pas bien compris. Ouais, Bah, c'est très grave ça. En fait, dans, Si vous pouviez aller un peu plus loin. en Ouais. fait, dans l'islam, un garçon musulman peut se marier avec une non musulmane, une chrétienne. Il faut qu'elle croie en Dieu, il faut qu'elle soit chrétienne ou juive. Peu importe si elle se convertit ou pas. C'est mieux si elle se convertit. Mais le plus important, s'il se marie avec elle, les enfants doivent porter des prénoms arabes et doivent être musulmans. Et en ramenant une femme non musulmane, chrétienne ou juive, il va gagner des points pour aller au paradis, ce qu'on appelle des hasanat. Donc il aura tout le prestige de sa famille. Donc ils vont le voir arriver et dire « Ah, mon fils ». En fait, on fait grandir la Oumma. Oui, mais en souillant la femme qui n'est pas musulmane. Elle est amoureuse, elle pense que... Voilà. Après, le contraire, par contre, est enfin, interdit. elle souille pas, mais enfin, c'est une façon de lui. Enfin, Non. Bah non, elle est partante. Elle est d'accord. oui, elle est Ça en partante. fait toujours une de Les plus. enfants n'ont pas le libre choix de. Oui, mais enfin, moi, j'ai jamais entendu que c'était tellement bien qu'elle se convertisse pas, non? Bah, il peut arriver qu'elle ne se convertisse pas. J'ai pas dit que c'était pas une obligation. Il n'a pas l'obligation de la convertir, mais si elle se convertit, c'est mieux. Parce que le modèle, c'est le prophète Mahomet qui avait des femmes. Parmi ces femmes, il y avait par exemple Maria la copte, il y avait Safia la juive. Donc, ils ont le droit de se marier avec une juive ou avec une chrétienne. La copte, c'était une chrétienne. Mais le plus important, c'est que leurs enfants soient musulmans. Mais par contre, une fille musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. C'est interdit. Donc ta maman a fait quelque chose Le révolutionnaire. de très révolutionnaire. Voilà. Par rapport à ton prénom, David, on en parlait, à ton avis, est-ce que tu aurais évolué exactement de la même façon si tu t'étais appelé Youssef ou si tu t'étais appelé... Et alors la question est que le prénom David aurait fait évoluer David, donc d'une façon différente que s'il s'était nommé Youssef? Vous avez qu'un prénom, un seul prénom. J'ai comme prénom David et Frédéric. David, Frédéric. Elle aimait Frédéric François, la chanson? Non, je pense je pas. rigole. Je plaisante. Je sais pas pourquoi. J'ai pas été élevé dans l'islam. J'ai pas été éduqué dans la religion. Et ma mère vivait pas avec sa famille. Elle vivait avec mon père. Puis mon père est parti. Elle vivait seule, librement. Et à part le sapin de Noël, j'ai pas eu d'éducation religieuse. J'allais à l'église quand dans ma famille paternelle il se passait quelque chose, un baptême ou un mariage ou un deuil. Et puis je suis jamais allé à la mosquée et j'allais dans ma famille qui habitait dans un quartier qui commençait à se communautariser dans les années 70, où là je sentais bien que c'était pas les mêmes choses que dans la rue où il y avait un petit peu beaucoup de Français, on va dire de souche, quelques Polonais. Il y avait aussi des Tchèques dans ma rue. Ce que ton évolution, est-ce que tu te serais senti différent, autant
impliqué dans la France, comme tu l'es, ou tu aurais plus rejoint, à ton avis, peut-être, je sais pas, les gens de ton quartier qui se communautarisaient? Du quartier. Par rapport à son prénom, par rapport à son... Si j'avais eu un prénom musulman, arabe, moi je pense, alors on peut pas savoir, mais c'est compliqué, mais moi je pense que tout se joue lors des 3 premières années. On dit des 6, mais si tu dis des 3... Même si ça se joue dans les 6 premières années, j'habitais... Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'habitais dans un quartier qui n'était pas du tout communautarisé, à Salomine. Quand j'allais dans ma famille maternelle, ma mère traversait tout Lens. On partait de Salomine, qui est au bord de Lens, pour traverser tout Lens. J'en parle dans le livre. J'étais soit sur le petit siège derrière sur le vélo, c'était un petit peu le tape-cul sur les pavés à l'époque. Sur les pavés, Et on traversait tout Lens et on est arrivé à la cité 4 de Lens, c'est une cité minière où il y avait pas mal de Marocains et quelques Algériens. Donc, mais moi, je vivais pas dans ce quartier, j'habitais à la limite de Salomine. Et comme j'habitais à la limite de Salomine et de Lens, j'allais dans l'école du centre-ville de Lens où mes copains de classe étaient des enfants de commerçants, de médecins, d'instituteurs, de professeurs, donc d'artisans. De quoi? De t'appeler Youssef? Je peux pas le dire. On a essayé de me faire changer de prénom. Il y a une de mes tantes qui voulait que je m'appelle Malik. J'avais 5 ans et je me suis enfui dans les chiottes. Ma mère était à l'hôpital. Moi, je m'appelle David, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'elle me voulait. C'est la tante. Ramener dans le giron. Non, mais c'est la sœur aînée de ma mère, Haïra, qui a été mariée avec Mustapha, celui qui était promis à ma mère. Et elle est arrivée, ma mère était à l'hôpital. Avec ma sœur, on était chez ma grand-mère, Fatima. Elle est arrivée, elle m'a fait David. Elle fait tu peux pas t'appeler David. David c'est juif. Elle a fait nous les Arabes on n'aime pas les juifs. Elle a dit prends Malik, c'est beau Malik. Je l'ai regardé, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle me raconte. Et je me suis mis dans les chiottes, dans les toilettes jusqu'à ce qu'elle parte. Non parce que moi je sais qu'à l'époque où il y avait les Zemmour qui commençaient à dire le prénom, mettre obligatoirement des prénoms. Moi je m'appelle Eric. Ouais. Juif, j'ai toujours été dans une communauté hyper catholique, juive, mais mon nom hébreu, donc je m'appelle Eric, je veux dire fortuné. Mais mon prénom hébreu, c'est Messaoud, parce qu'il y avait un grand talmudiste qui était tunisien, qui était Talmud, qui s'appelait Messaoud dans les années au 19e siècle. Et mon grand-père, donc son prénom. Et quand il y a eu cette réflexion, je me suis dit, mais si tous les matins je m'étais réveillé, je n'utilise jamais ce prénom, je ne pensais même pas. Je m'appelle Eric, mais si tous les matins je m'étais réveillé en m'appelant Messaoud, est-ce que mon parcours aurait été le même par rapport à mes amis, par rapport J'ai une réponse. Et je me suis posé vraiment la question. Alors, aussi, ça a de l'importance. Mes sœurs s'appellent Karima et Sherazade. C'est beau, ça passe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est la réponse. Elles ont eu un prénom, voilà. Elles sont pas musulmanes, elles sont pas du tout dans ce comportement de clanisme, de communautaire. Non, pas du tout. Comment? C'est tes sœurs, hein? Oui, mes sœurs, mes 2 sœurs. Pas demi-sœurs? Non, mes sœurs, mes véritables sœurs, elles sont nées en 74 et 76. À ton avis, c'est par rapport à l'influence rebelle de ta sœur ou pas du tout? De ma mère? Bah oui, c'est par rapport à l'éducation qu'on a eue. On n'a pas été élevés, on n'avait aucun interdit Donc, alimentaire. si tu veux t'échapper du truc, du clan, tu peux. À partir du moment où on n'est plus soumis à la pression, je pense que dans les premières années, c'est très important. Il n'y a pas de pression communautaire, on n'est pas éduqué dans ce sens-là. Bah, je pense que ça se fait, à mon avis, ça peut se faire. Voilà, c'est un bon exemple. Voilà, ça se fait. Et... Je me posais moi la question. Bien. Bon, on pourrait rester des heures à discuter de ça parce qu'on n'a pas trop les solutions. Ouais. Ah, il y a une dernière question. Par rapport à ce qui arrive à Boualem. Ton sentiment? Moi, je pense que je suis très surpris qu'il n'ait pas été arrêté avant, depuis tellement d'années. Oui, c'est vrai, très juste, oui, bien sûr. Il vient d'être français. Oui, il y a 2 mois. Il y a quelques mois par Macron. Et puis, je pense que quelque part, il doit se négocier quelque chose. Parce que j'ai entendu qu'il avait été entendu par le parquet antiterroriste algérien.
Et on ne sait pas de quoi il va être vraiment. Ils n'ont pas Accusé. donné les motifs. Donc je pense que les motifs vont tomber ou pas en fonction de ce que la France, en coulisses, va accorder. Ouais, Comment ouais, Il y a un une prise chantage. d'otage. C'est une prise d'otage. C'est Fourest Avec- qui a dit ça. Moi, je pense que, comme elle, je pense que c'est une prise d'otage. Même je ne suis pas toujours d'accord avec Caroline Fourest, mais je pense que c'est une prise d'otage et que quelque part, il se négocie quelque chose en coulisses. En tout cas, dans la France intellectuelle, ça se mobilise pas beaucoup, je trouve. Oui, parce qu'il reste délicat pour ne pas qu'il lui arrive malheur. Non, que les politiques restent. Donc en discrets. diplomatie, En ça diplomatie, se passe oui, mais très calmement, que là. la classe médiatique, les intellos ne bougent pas. Là, ça, c'est quand même. Si ça ferait un peu, mais je m'attendais plus. L'écrivain d'extrême droite, une émission sur la 5e. Oui, c'était un procès par contumace. Ah en non, mais réalité. c'était horrible. C'était insupportable. Absolument. Non, mais insupportable. De toute façon, cette émission est insupportable. Bref. Faut pas regarder ça. David, je te remercie. Je vous en prie. Voilà, je t'applaudis. Tu es très courageux. Tu es très courageux et il faut continuer comme ça, c'est très très bien. Est-ce que la Voilà. presse de Grasset t'a obtenu des plateaux télé? Pas encore. Pas encore. J'attends. Oui. Bien, moi je vais en parler aux journalistes. Sonia de Mabrouk CNews. m'avait promis, mais j'ai toujours pas de nouvelles. C'est ça qui pourrait être intéressant. Ils ont beaucoup de monde au portillon. Hein. Voilà, je vous dis. Alors je vous dis à la semaine prochaine ou pas? Non, peut-être pas, peut-être bon. Bravo. À très bientôt. Merci. Au revoir, merci de nous avoir suivis.